Au Togo, la barre du million de vaccinés a été franchie mercredi dernier. Ce chiffre porte sur les primo-vaccinés et ceux ayant achevé leur parcours vaccinal. Adam Madironou, l'effort doit être maintenu et nous appelons la population à se protéger en recevant le sérum. Ce sont des déclarations de Mahaman Dibri, responsable de la coordination nationale de gestion de la riposte. Oui, les dernières mesures incitatives prises dans le cadre de cette vaccination ont permis au Togo de pouvoir être un peu l'un des pays les plus cotés en matière de vaccination dans l'Afrique dans sa globalité, puisque l'Afrique entièrement tourne autour de 4% de vaccinés, moins de 5% en tout cas de vaccinés. Ça veut dire quelque part qu'avec cette disparité qu'on connaît dans les pays, cela, à mon avis, ne nous arrange pas trop. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de voix qui se lèvent sur l'ouverture des frontières. Et donc, bien sûr, d'une manière isolée, et ça, moi, je l'ai toujours contesté, le fait que, disons, l'élan sous-régional ne s'est pas véritablement exprimé dans la lutte contre cette pandémie-là. C'est vrai que nous arriverons, arriver peut-être à cette immunité collective, puisque lorsque vous prenez les proportions du temps indiquées et la cadence qui suit son cours, le Togo sur la bonne voie de pouvoir véritablement donc arriver à cette immunité collective qui est un peu estimée autour du mois de juin prochain. Et ça, c'est une évidence. Mais au même moment, avec des voix qui se lèvent sur l'ouverture des frontières, est-ce que les autres pays ont su véritablement la même cadence? Je ne crois pas. Donc, ce qui fait que si même nous sommes immunisés, puisque les vaccins qu'on administre aujourd'hui, on l'a dit, ne permettent pas de pouvoir protéger à 100%. Ceux qui les ont administrés au même moment, est-ce que cela ne permettrait pas, lorsque ces frontières-là venaient donc à ouvrir, quelles que soient les dispositions mises en place, et maintenant on aura donc des frottements entre les pays, est-ce que cela nous permettra d'arriver donc, ou soit carrément il y aura une formule au niveau de la CEDEAO pour faire en sorte que chaque pays puisse arriver à cette cadence ou carrément même, disons, à cette immunité collective avant d'ouvrir les frontières? Je n'y pense pas. Mais à l'interne, nous pouvons quand même nous glorifier, étant toujours donné que ces frontières-là, entre guillemets, sont fermées, mais nous savons pertinemment qu'elles ne sont pas totalement fermées. Il y a la porosité là, tout le monde, les gens se déplacent aujourd'hui du Ghana vers le Togo, du Bénin, etc. Lorsque vous voulez voyager, c'est facile. Et donc, moi, je pense que quelque part, au-delà de ça, on peut véritablement donc se négocier, se glorifier, mais au même moment, il serait quand même, étant donné que notre chef d'État aujourd'hui, sur des questions également sécuritaires, est le porte-voix de ces pays africains-là, exprimant avec beaucoup d'acuité cette question panafricaniste. Il faudrait quand même que, avec cette vaccination également, que cette question-là puisse poser et permettre également à des pays qui, eux aussi, mobilisent les moyens à pouvoir avoir accès à ces vaccins-là et faire en sorte que nous puissions être au même niveau vaccinal pour faire en sorte que ces frontières-là puissent s'ouvrir. Puisque, quelque part, la question économique revient toujours. Et puisque cette question économique-là a, disons, un frein compte tenu du fait que nous-mêmes, entre le commerce interrégional, ne s'est pas aujourd'hui exprimé, ou on n'a pas de l'ouverture de ces frontières-là, même si on nous dit aujourd'hui que ces frontières-là ne seront pas fermées sur les marchandises quelque part, à partir du moment où les hommes n'arrivent pas véritablement à se déplacer, donc la question reste entière. Donc je pense que au-delà du Togo, il faudrait quand même qu'on puisse exprimer la question au niveau sur-régional. Coach, à Cresson, avec mes calculs, ça fait 12,5% pour une population estimée à moins de 8 millions. Alors, les efforts sont faits déjà. Est-ce que vous pensez que d'ici l'année prochaine, les Togolais vont sortir massivement pour aller vers la vaccination? Heureusement que quand tu as voulu commencer, tu as dit 1 million. Moi, je suis mal à l'aise avec les pourcentages parce que la Côte d'Ivoire avait 8 millions de population. Quand on prend 10% de la population ivoirienne, ça veut dire 2 millions en allant. Donc, le Togo a 7,700 quelques millions en allant. Donc, si on prend le même pourcentage, on veut faire. Donc, ça veut dire que même si de 1 million 500 Ivoiriens sont vaccinés, ils n'ont pas atteint les 10% du taux. Donc, pardon, je préfère plutôt m'attacher aux chiffres que vous avez donnés. Maintenant, ce que moi, je pense que c'est vrai, il faut féliciter le Togo, sauf que c'est les moyens utilisés pour arriver là-bas qui ne sont pas bien. Et la population a besoin d'être sensibilisée. Il faut donner les communications qui rassemblent que qui divergent. Parce que quand vous allez
Vous allez entendre du tout et de n'importe quoi sur l'histoire de cette manière. Même il y a des gens qui font de contre-vérité là-dessus, qui n'est pas bien. Et le gouvernement n'arrête pas les choses quand ils mettent des mesures contraignantes que les gens appellent obligations. Heureusement que Adam a déjà employé le mot. En fait, c'est incitation à la vaccination et non obligation à la vaccination. Il y aura obligation si on enferme les gens qui ne sont pas vaccinés. Et je pouvais comprendre, on n'a parlé que des bâtiments publics parce que cela existait depuis ce que les gens ne savaient pas. Avant, quand tu n'as pas carte d'identité, tu ne peux pas avoir accès à certains ministères. Il y a des ambassades, tu ne peux pas aller. Donc, cette sélection du public existait déjà. Ce que le gouvernement explique cela plutôt aux gens, je pense qu'on a essayé de faire peur aux gens. Si les Togolais adhèrent, j'ai donné l'exemple des casques qu'on nous avait dit. Vous pensez que c'est la peur qui a poussé des Togolais finalement vers la vaccination Oui, moi j'ai eu mon passe, ça fait 3 mois. Moi, je ne l'ai pas fait parce que le gouvernement me contraignait à le faire. Je l'ai fait parce que mes activités me permettaient d'avoir la libre circulation. Et très tôt, j'ai imaginé ne pas avoir de problème. Donc, moi, je me le suis fait sans avoir rien pensé que... Non, ce n'est pas pour ça. Donc, c'est ce que je dis. Si les gens ont compris, ils vont aller. Parce que, comme on le dit, les gens prennent le marketing de réseau, les compléments alimentaires, sans savoir connaître leur origine. Ils prennent, il y a para qui vient, il y a médicaments qu'on prend. Donc, s'il y a tuerie, on peut mourir de tout ça. Là. Et à moins que je me trompe sur les données, je pense que c'est prouvé depuis 2018 que, normalement, il y a 2 personnes qui meurent chaque seconde et 4 personnes qui naissent. Et ça voudrait dire que, au lieu de s'attendre à une certaine mort dans 7 ans ou une certaine stérilité, il y a des gens qui vont mourir chaque seconde qui passe. Il y a des accidents, il y a tout ça. Donc, il ne faut pas que les gens aussi fassent comme un péché mignon sur cette histoire. Moi, ce que je dis aux gens, c'est d'accord. Le gouvernement n'a pas, au cas présent, que les enfants le fassent. Ça veut dire qu'au moins, il y a une quittance qui est épargnée. Et je ne suis pas sûr que, à moins qu'on me donne la preuve contraire, qu'il y a un gouvernement au monde, je fais abstraction des Grecs ou des Romains, qui aurait voulu exterminer sa population. Il va régner sur qui finalement? Mais le gouvernement n'a qu'à utiliser une communication qui rassemble. Comme je le dis, il y a des propos qui sont radioactifs et que les gens sont déjà dans la psychose. Comme vous dites encore ça, les vendeurs d'illusions en profitent pour faire peur aux gens. Mais alors bon. Moi, je n'ai pas posé de questions. Vous parlez là. Alors, on a 1 million. Bon, c'est bon. Ça fait quoi? Ça fait un Togolais sur 7. C'est de façon globale. Vous aimez le pourcentage? Bon, pour moi, si vous voulez, pour moi, ce sont des chiffres. Après, c'est 1 million obtenu grâce à la menace et la contrainte. On a contraint les gens. Je sais pas, il n'y a pas aller par 4 chemins. Ouais. Les gens ont été contraints. Les gens ont été menacés, les gens ont été insultés. On a eu des notes où, grosso modo, on disait aux gens, ok, d'accord, soit tu fais ta vaccination, soit tu ne viens pas au travail. C'est de la contrainte. Dans un pays, on connaît la situation économique, 2 ans de... je sais pas. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez, peut-être la bonne nouvelle que moi, je soulignerais, et peut-être que ce que moi, je féliciterais, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que ça a été une des plus belles surprises d'avoir une cour constitutionnelle qui invalide le fait de contraindre et de menacer. Et ça, c'est un très beau cadeau. Je ne connais pas ces personnalités, mais pour cette annonce, j'en suis fier. Je suis contente que cette cour constitutionnelle ait pu émettre un avis que je trouve, comment dirais-je, juste et critique. Maintenant, ce que moi je dirais, alors on connaît si vous voulez, la volonté de réforme du Togo, ouais. Parce que voilà, sur tous les plans, on comprend la démarche qui est de plaire aux potentiels investisseurs, de faire en sorte que le Togo soit attractif et ainsi de suite et tout ça. Donc je suppose que la condition d'avoir un certain nombre de vaccinés y a été apporté. On a les 1 million de vaccinés au Togo. C'est un des plus bels élèves de la sous-région. C'est applaudi par tous les c'est ce que le Togo cherchait aussi. Hein. Il y a longtemps que le Togo est dans un processus de réforme. Lorsque le 1er avril, le chef de l'État fait son discours, la première chose que moi je relève, c'est qu'il semble être profondément agacé parce qu'il avait des perspectives de chiffres économiques qui ne vont pas être atteintes à cause de cette crise-là. Donc on le sent, il le mentionne plusieurs fois lors de son discours. Donc oui, si vous avez des prévisions
et qu'à un moment, on vous met un moratoire sur la dette, on vous fait des restrictions qui vont bousiller votre budget, on vous met un certain nombre de contraintes, ben vous voulez vite en sortir parce que vous avez des projections que vous souhaitez atteindre. J'espère juste que maintenant qu'on a grosso modo un Togolais sur 7 qui sont vaccinés, j'espère qu'enfin, on va pouvoir réouvrir les frontières, qu'on va pouvoir aux gens de vivre un tant soit peu normalement, comme ça se fait dans les autres pays qui sont peut-être économiquement plus lourds que le Togo, mais qui n'ont pas fait la moitié de ce que le Togo a fait en termes d'influence sur sa population. Donc c'est ce à quoi moi je m'attends. Je souhaite vraiment que dans les semaines prochaines, qu'on puisse enfin ouvrir les frontières, parce que après, si vous voulez, on rentre beaucoup dans les anomalies. Adam l'a dit, nos frontières sont poreuses. Et c'est illusoire de faire croire, je sais pas, à la planète ou à toute autre personne, que le Togo peut vivre en autarcie. Le Togo n'a jamais vécu en autarcie. Nos frères et nos sœurs vivent grâce au business qu'ils font avec les pays de l'extérieur, c'est-à-dire les pays voisins, le Ghana, le Bénin. Les oranges que vous avez au Togo, elles viennent du Bénin. Donc si vous fermez les frontières, comment est-ce qu'elles parviennent les oignons, les tomates. Actuellement, il y a le FESPACO. Il y a des Togolais qui y seront. Donc, à un moment, je pense que le Togo a largement prouvé qu'il pouvait, s'organiser pour, si vous voulez, gérer cette crise-là. Ceci étant dit, il y a un terme qu'Adam a employé, il parle d'immunité collective. Si ce continent n'avait pas d'immunité collective, on serait tous quelque part au cimetière. C'est un terme pour moi qui n'est pas de notre continent. Parce que justement, l'anomalie de ce continent est le fait qu'on n'ait pas pu expliquer jusqu'à présent de façon scientifique pourquoi. Pour toi, immunité collective naturelle. Puis Adam parlait d'immunité collective qu'on cherche actuellement. Oui, mais justement, alors l'immunité collective naturelle de ton côté. Non, si vous voulez, pour moi, effectivement, il y a une immunité collective naturelle. Maintenant, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. On n'arrive pas à expliquer comment. On n'arrive pas à... Alors, je vais vous donner un exemple. Je sais que c'est un peu mettre les pieds dans les plats, mais il faut que je vous donne cet exemple pour que... Si, l'hécatombe que l'on décrit, ou les risques que l'on décrit, devait se réaliser en Afrique, vous n'auriez pas, qu'on appelle d'espace sur le continent. À la première crise, tout ce monde-là prend l'avion et fout le camp. Donc c'est étonnant qu'on ait le phénomène inverse, qu'au contraire, qu'il y ait la crise en Afrique et que tout le monde rapplique. C'est cela. Ouais. Donc à un moment, je suis sûr que si on vérifie les chiffres, on ne trouvera pas plus de morts chez les expatriés qu'en Europe, aux États-Unis. Donc voilà, donc à un moment, je pense que oui, on veut des chiffres parce que, si vous voulez, on est dans des États économiquement dépendants. On tire nos ressources d'un certain nombre de convenances, de conciliations et ainsi de suite. Mais à un moment, si vous voulez, parfois on verse un peu dans la comédie. Et je pense que oui, il faut ouvrir les frontières, il faut permettre aux gens de faire leur business, permettre aux gens d'aller et venir, parce que le virus, le Covid togolais, n'est pas différent du Covid ivoirien, du Covid malgache, du Covid burkinabé, qui va accueillir le FESPACO cette année. Du Covid. Alors, on va accueillir le FESPACO cette année, alors que Togo 2000 fermé. La foire Made in Togo, je ne sais pas si voilà. Il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Et Adam Adjornou, il y a aussi la question de la disponibilité des vaccins qui se pose. Est-ce qu'il y a une solution qui est trouvée aujourd'hui? Oui, donc je disais que, avant de répondre à cette question, permettez que je réagisse un peu sur le fait que les prévisions ont été mises à mal un peu par cette Covid-19. Mais au même moment, je pense que le statut de bon élève que le Togo a aujourd'hui au niveau de la sous-région n'est pas un statut. La question revient sans cesse souvent où les gens estiment que le Togo pratiquement est à la quête pratiquement de ces reconnaissances-là. Mais au même moment,
c'est pour satisfaire un peu sa population. C'est ce qui est dit au niveau du politique. Même si on sait que sur la question, il y a quand même à dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on prend des dispositions pour mettre la population à l'aise. Au même moment, il y a des dispositions analogues qui ne leur permettent pas de pouvoir avancer sur la question économique. Ça cause quelque part problème. Mais même moi, je me dis, c'est vrai, vous l'avez évoqué en disant, lorsque nous prenons les vaccins qui sont attendus et la diplomatie qui est faite autour, au même moment, l'Afrique, c'est que ces commandes-là sont la plupart du temps perturbées par le fait que la priorité est d'abord donnée à ceux qui fabriquent ces vaccins-là. Ouais. Et c'est ce qui a fait que des pays comme la France se lèvent chaque fois pour interpeller, surtout l'OMS l'a fait ces derniers moments, aussi bien pour interpeller les puissances fabricatives donc, de ces vaccins-là, faire en sorte qu'ils prennent également les pays pauvres, surtout les pays pauvres qui sont nos pays africains, en considération et faire en sorte que ceux qui ont commandé ces vaccins-là puissent les avoir, mais ceux qui sont dans les vaccins qui sont aussi attendus dans le mécanisme COVAX puissent aussi arriver. Et ça, je ne crois pas quand même que les gens vont laisser leur propre pays et pouvoir quand même se préoccuper des autres. Ce n'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, lorsque nous prenons certains pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui a beaucoup avancé du fait qu'on puisse délocaliser la fabrication de ces vaccins-là sur le continent et faire en sorte qu'on puisse les avoir à disposition à tout moment. Et ça a beaucoup évolué, peut nous permettre de dire que à l'avenir ou surtout jusqu'à la fin de l'année, on peut avoir les vaccins disponibles et ce mécanisme-là qui est mis en place de contraindre, ce mécanisme de contraindre les Togolais à pouvoir se faire vacciner peut quand même toujours continuer. Mais au même moment, moi je me dis, il y a une question qui est restée en suspens. Toujours, on sait pertinemment qu'il y a dans ces réticences-là qui sont toujours là. Et on l'a vu malheureusement, ça a eu raison sur un de nos confrères où le journal a été suspendu. Ouais. Mais sur la forme, moi je n'attaque pas le sujet sur le fond. Ça ne concerne que la HAC. Mais sur la forme, vous constatez que la question, le directeur de Publiacon a estimé que pour des raisons le concernant, il n'est pas prêt à pouvoir donc faire la vaccination. Je pense qu'on pouvait trouver d'autres mécanismes alternatifs pour le sanction, mais pour le fait qu'il ne soit pas vacciné, ne pourra pas avoir accès aux locaux de la HAC, dont la HAC prend une disposition pour le sanctionner. Quelque part, de toutes les façons, ce serait quand même mal à comprendre. Ouais. De toutes les façons, cette contrainte dont parlait tout à l'heure, vous avez dit quelque part que si nous parlons du fait que la mesure incitative, quelque part, est un peu biaisée. Dans ce cas-là, ça vous avez dit quelque part qu'on force les gens à pouvoir se faire vacciner. Même si le gouvernement esquive la question, elle est là et les motivations là, dans ce sens-là peuvent être comptées par milliers. Et ça c'est pas bien. Coach on est face, j'allais dire, à la réticence aussi d'une grande partie de la population qui refuse d'aller se faire vacciner. Non, il ne faut pas torpiller les gens. Tu as dit il y a 1 million qui s'est... Il y a déjà 1 million. C'est pas sûr. Laisse, ils vont ouvrir les frontières. Voilà. Laisse-les, ils vont ouvrir les frontières. Les gens font leur business. En fait, comme je l'ai déjà dit, si la communication passe normalement, des gens devraient aller se faire vacciner sans problème. Mais c'est depuis l'arrivée de ce fléau, on n'a pas su expliquer effectivement qu'est-ce que c'est. C'est ça qui crée le danger chez la population. Mais il y a des réunions qui sont organisées au ministère de la Santé. Non, mais le nombre de réunions n'est pas ce nombre d'assurance pour dire aux gens qu'allez vous faire vacciner. Non. Quand le ministre vient parler, des fois, il y a toujours... comment dire, c'est Ori qui parlait de 2 février, moi j'y étais allé, j'ai préparé, j'ai donné mon passe. L'agent de sécurité me dit qu'on ne leur a pas parlé de ça, que c'est de vérifier si j'ai porté ma CFI. On doit demander, il dit non. Donc, on ne leur a même pas préparé par rapport à ça. J'ai discuté avec une autorité qui me dit que pour le moment, si on annonce ça, la population ne va pas prendre ça avec un argument que c'est pourquoi. Mais c'est pour dire que le gouvernement même sait que les gens seront réticents par rapport à cela. Mais ce que moi je dis, j'ai écouté quelque part aujourd'hui où on disait que la déclaration ou bien le communiqué de le président de la Cour constitutionnelle. Je pense que moi, ce que j'ai écouté, c'est comme on disait qu'il dit que ce n'est pas bien
de m'isoler deux préfectures, qu'il faut le généraliser. Parce que là, il faut spécifier. Alors que moi, je pense que le contraire plutôt, c'est que c'est quand c'est deux préfectures seulement qu'on doit annuler plutôt. Le truc, c'est quand plus de population le fait, qu'on généralise sur les autres. Mais si c'est deux préfectures qu'on contraint par rapport au bâtiment, on doit plutôt annuler parce qu'il y a plus de préfectures. On est 39 préfectures. Donc, si 37 ne le font pas, on annule. Mais on ne devait pas généraliser sur les 37 autres quand deux ne l'ont pas fait. Mais les gens n'ont qu'à reconnaître qu'au moins, moi, je trouve quelque chose de positif aussi dans cette histoire de Covid-19. Heureusement que les frères ont déjà dit qu'on a au moins une immunité naturelle qu'on n'a pas expliquée jusqu'à présent. Et c'est ça, on devait... Vous pensez que ça fait partie de... Oui, qu'on refuse de la communication. Mais au moins, Covid-19 a eu le génie de nous permettre d'avoir le vaccin contre le paludisme. C'est-à-dire que c'est comment les gens parlaient autour de ça, là, qu'au moins, on nous a sorti le vaccin du paludisme. Donc, c'est aussi... cette réticence n'est pas seulement au niveau togolais, c'est au niveau africain. Alors, non, elle n'est même pas au niveau... C'est au niveau mondial. C'est-à-dire, ceux mêmes qui proposent les vaccins, au sein de leur population, ils ont des personnes, des médecins, des scientifiques qui eux-mêmes sont réticents. Sauf que moi, je trouve que ce que le Covid nous a montré, c'est la force du média. Ouais. J'ai jamais vu autant de puissance au niveau des médias que dans cette histoire de Covid, où on peut sortir une information, la briser, circonscrire ceux qui n'ont pas la même opinion. Tous ceux qui ont une opinion différente, on les a fait passer pour des incultes, si vous voulez, des personnes qui n'ont pas de critique et ainsi de suite. Et il fallait se rallier. C'est ça. C'est-à-dire, à un moment, il faut laisser aux gens le libre choix et surtout la liberté de poser la question pourquoi. Ils ont le droit de demander pourquoi. Il s'agit de leur vie, il s'agit de leur santé. Il ne faut pas qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, on leur dise « Ah oui, au fait, nous n'étions pas au courant ». Et justement, en Afrique, on a vu des gouvernements entiers se désengager de toute responsabilité en cas d'effets secondaires. Ceci étant dit, en ce qui concerne les vaccins et l'initiative COVAX, l'initiative COVAX, on dit, bon voilà, oui, ce sont des vaccins pour les pays qui n'ont pas les moyens, ainsi de suite et tout. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental. On est dans un milieu où l'argent prime. C'est de la ruse, pour moi, de faire croire à des populations entières, à des pays entiers, à un continent entier, que tout est gratuit. Il n'y a pas de gratuité. Donc, si on part de la base que cela n'est pas gratuit, qu'est-ce qui est perçu en termes d'échange ? Lorsqu'on parle de COVAX, on a commencé avec AstraZeneca. Quand il y a eu des problèmes avec AstraZeneca, on a parlé de Johnson & Johnson. Actuellement, quand on parle de meilleurs vaccins, on parle de Moderna. Mais il me souvient qu'au début de la crise, le meilleur vaccin dont on parlait était Sputnik. Et puis on a parlé du vaccin chinois, du Sinovac, où on a dit qu'on donnerait aux populations africaines. On a parlé du vaccin indien. Donc on a dans cette histoire toute une multitude de vaccins avec des enjeux géostratégiques, des enjeux de politique économique, où des pays s'opposent et où le vaccin devient une arme diplomatique. Et les victimes de cela, ce sont les populations africaines, parce que ce qui leur est injecté, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et nos gouvernants, bien qu'ils soient à la tête de nos États, je doute qu'ils puissent se prévaloir de savoir concrètement ce qui se passe. Oui, Adam, et on termine. Oui, surtout, vous savez, le Horizon ne doit pas s'étonner sur le fait que, disons, l'alternative liée à l'efficacité des vaccins surnommés, c'est vrai, si même il y a eu des méthodes, des stratégies pour un peu jauger de l'efficacité de ces vaccins-là, avant même d'aller à la vaccination grande masse. De toutes les façons, lorsqu'on va à cette vaccination grande masse-là, c'est ce qui est tributaire en réalité de l'efficacité. Donc, chaque jour, l'efficacité peut changer du fait que ça a donné des résultats à grande échelle, à tel endroit ou à tel endroit. Mais ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, il faudrait quand même, je pense l'avoir dit lors de mon dernier passage ici, le fait que la question politique ces derniers temps ne se pose pas véritablement dans les grandes prises de décision. Puis on l'a vu, parce que on nous dit aujourd'hui
qu'on a mis en place un comité scientifique, on a mis une équipe de qui coordination, ne comporte pas un sociologue. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est une évidence ce que vous relevez. Mais au jour d'aujourd'hui, on a constaté que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions d'humeur et d'opinion. Il n'y a pas de décision prise. Je parlais tout à l'heure, on parle d'immunité collective, une immunité collective. C'est un terme comme ça qui nous est tombé dessus. C'est ça. Et puis, on a des particularités liées donc au pays, n'a pas pu expliquer. Tout à fait. À la physiologie des gens. Donc aujourd'hui, comme la question politique puisse toujours s'inviter dans ce débat-là pour éviter ce qu'on prenne toujours des décisions. Merci beaucoup à vous, Adam. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est qu'on a refusé aux gens de pouvoir faire un débat intellectuel où on va avoir des spécialistes qui puissent s'exprimer, des tradipraticiens, des médecins, ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, quelqu'un s'est levé et a imposé, de façon, je ne vais pas dire unilatérale, mais on a contraint aux gens de façon vicieuse à aller se faire vacciner. Maintenant, ce que je dis, si on a atteint les 1 million, alléluia, c'est le super bon élève, on peut applaudir, ouvrez les frontières, rétablissez les gens dans leur business et ainsi de suite, afin que les gens puissent respirer, parce qu'on parle de 2 ans de crise pas possible et personne n'a envie d'en faire une troisième. Oui, coach, sans oublier que c'est dans ce pays qu'on a eu un ministre qui nous a dit lors de l'éclipse de lune ici que si nous ne sommes pas allés cacher dans nos chambres, nous allons la cécité. Donc les gens aussi se rappellent de ces discours-là. Donc il faudrait qu'on comprenne pourquoi la population est méfiante. Allez, coach, coach en développement personnel, il est également consultant politique. Merci beaucoup à vous. Merci également au journaliste Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, Horus Donkovi, l'activiste panafricain. Merci à vous aussi. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.